Bonjour. Alors, j'espère que tout va bien chez vous, que tout se passe bien, que vous restez bien confinés. Voilà. Donc, on va continuer sur l'Europe. Oui. Oui, je mets une petite pause au français, voilà, histoire j'accentue bien sur l'Europe. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des cours de français, prochainement. Ouais, comme Netflix. Voilà. Bref, donc, vous reprenez votre cours. Donc, à la suite, justement, de cette problématique qu'on avait énoncée, je vous le rappelle, comment cette utopie de Victor Hugo devient-elle réalité? Donc, l'utopie, on avait vu, c'est États-Unis d'Europe, c'est-à-dire prendre plusieurs pays, paf, les réunir au sein d'une grosse entité. Devient-elle réalité jusqu'à devenir une véritable identité commune au XXe siècle? Avec notamment, à la fin, l'Union européenne. Alors, première séance, séance 1, l'idée d'Europe, des origines aux premières réalisations. Étape 1, aux origines du projet européen. Alors oui, parce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne n'a pas été créée directement comme ça. C'est venu petit à petit. Et ça date. Vous voyez, par exemple, Victor Hugo commençait déjà à déceler voilà, à se dire, on peut peut-être le faire, ça. On peut peut-être tous se regrouper et voilà. Donc bon, ça peut se faire. Et il va avoir des choses, c'est-à-dire des prémices de l'Union européenne, c'est-à-dire les débuts. Alors, tout d'abord, petit contexte historique que je vais passer très rapidement parce qu'on l'a déjà vu. 1918, fin de la Première Guerre mondiale, comme je vous l'ai dit, les pays sont complètement déglingués. C'est terrible. Et à cela, donc, s'ajoute aussi une crise, parce que forcément, les pays, il faut qu'ils payent pour se remettre, tout court, se remettre de la guerre. Donc, il faut reconstruire les villes, il faut reconstruire les gens, c'est long. Et le problème, c'est que beaucoup de pays vont être en crise, notamment l'Allemagne, où l'Allemagne, vraiment, ça va être vraiment le chaos. Bon, après, voilà, suite à d'aide à droite et à gauche, certains pays vont réussir à pouvoir remonter la pente. Bon, l'Allemagne, ça va être un peu costaud, hein, elle va ramer quand même. Et comme je vous l'ai mis là sous les yeux, donc en 1918, les 14 points Wilson et également donc la création de la SDN, Société des Nations. Donc ça, en fait, ces 2 points, ça va permettre de rassembler l'Europe. Alors, les 14 points Wilson, souvenez-vous, justement, ils vont unifier un petit peu, pacifier un peu les choses à droite à gauche, retracer quelques frontières, donner des petits territoires à l'autre, etc., etc. Bref, on va réussir à avoir un monde à peu près carré, ce qui est pratique pour emboîter le tout. Et la SDN, justement, ça va être un petit peu l'emboîtement de tous ces petits carrés qu'on a bien ciselés. Et la Société des Nations, donc, on l'avait déjà vu, on en a déjà parlé avec le cours sur les États-Unis, notamment avec ce pont. Souvenez-vous, justement, ce pont qui était fragile, où vous aviez un Américain, représenté par l'oncle Sam, qui était couché, tranquille pépère, en attendant que ça se passe, pendant que vous aviez ce pont avec les différents pays d'Europe, l'Angleterre, la Belgique, non pas l'Allemagne, la France, et un autre pays, l'Italie. Et au-dessus, vous aviez le projet à la base. À la base, ça va être un super pont bien solide, super classe. Et finalement, on se retrouve avec un truc tout pourri. Alors pourquoi c'est tout pourri? C'est simple, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, les pays sont fragiles. Donc, c'est tout con, hein. Mais essayer de construire un pont avec des pierres fragiles, calcaires, etc., ça va être compliqué. Mais ça va s'effriter et pouf. Donc c'est dangereux. Et surtout qu'en plus, imaginez que vous ayez les employés du pont qui travaillent, qui font leur pont, et là que l'architecte, il se barre. Et ils disent, débrouillez-vous, collez quelques petits trucs là, et moi,
je me barre. Et en fait, c'est ce que vont faire les États-Unis. C'est-à-dire qu'elles vont aider au début à rassembler, et après elles vont dire bon allez, voilà, j'ai fait le plus dur, maintenant à vous de jouer. Non, bon. Et le problème, c'est que c'est difficile pour des pays comme ça, enfin en crise, de vraiment se souder. Vous voyez. Et pourtant, on va voir des débuts de solidification. Et notamment avec notre premier personnage, Richard Kodanov-Kalergi. Alors, on va appeler Richard, hein, par son petit nom, voilà, on est copains, on est intimes, voilà. Donc, alors je vous lis, il est né à Tokyo, d'un père autrichien et d'une mère japonaise. Il se nationalise tchèque, puis français. Donc déjà, il est japonais, par sa mère, et par être né sur le sol japonais. Mais il a aussi un petit peu de nationalité autrichienne. Ensuite, il va se nationaliser tchèque. Ça veut dire qu'en fait, il va prendre la nationalité tchèque. Il va demander à avoir la nationalité tchèque. Et ensuite, la nationalité française. Et vous voyez quand même que le type, il a 4 nationalités à lui tout seul. C'est un beau palmarès, tout de même. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est surtout, l'homme de la situation. C'est-à-dire que vous avez un mec qui réunit en lui 4 pays. Donc pour construire quelque chose où on réunit les pays, vous voyez, il y a cet aspect symbolique quand même chez justement Richard. Et ce cher Richard, justement, il va essayer de créer quelque chose, de rassembler les pays. Donc, pour ceci, je vais vous lire le texte Richard de Kodanov-Kalergi, extrait du Manifeste pan-européen 1924. Donc c'est le texte que vous avez en dessous. Européens, Européennes, l'heure du destin de l'Europe a sonné. Dans les usines de toute l'Europe, on forge chaque jour des armes destinées au massacre des hommes de l'Europe. Dans les laboratoires européens, on prépare des poisons destinés à l'anéantissement des femmes et des enfants de l'Europe. Le seul salut réside dans la pan-Europe, dans le rassemblement de tous les États démocratiques du continent en un groupement politique et économique international. Si la pan-Europe est créée, en tant que puissance mondiale à droit égal, elle pourra constituer avec l'Amérique, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Extrême-Orient, Extrême-Orient, c'est tout ce qui est Japon, Chine, Corée, etc., une nouvelle société des nations, SDN, au sein de laquelle aucune partie du monde n'aurait plus à craindre l'ingérence des autres dans ses affaires. L'ingérence, c'est quand un pays arrive dans un autre pays et décide, comme les États-Unis ont fait en Irak. Ils sont arrivés en Irak, paf, ils ont foutu un gouvernement américain. Ça, c'est de l'ingérence. Et nous, techniquement, dans le monde, on n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Craindre l'ingérence des autres dans ses affaires. Sans une garantie durable de la paix en Europe, toute union douanière européenne reste impossible. Aussi longtemps que l'État vit dans la peur continuelle de ses voisins, il doit s'assurer que sa subsistance autonome en temps de guerre, comme une place assiégée, il lui faut pour cela des industries nationales, des cordons douaniers. Les douanes, les cordons douaniers, c'est-à-dire on visualise les frontières et on les rentabilise. Seule la substitution de l'arbitrage obligatoire au risque de guerre pourrait ouvrir la voie à la suppression des frontières douanières et au libre-échange européen. Voilà, en gros, il faudra enlever les tensions qui existent entre les pays. Un peu difficile. Il ne faut pas se lasser de répéter cette vérité simple. Une Europe divisée conduit à la guerre, à l'oppression, à la misère. Une Europe unie à la paix, à la prospérité. Sauvez l'Europe et vos enfants. Ouais.
Alors là, vous voyez, par exemple, en termes d'éloquence, là, par rapport à la parole au spectacle, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, voilà, il est vraiment dans l'éloquence pour convaincre. C'est vraiment un discours de propagande. Je vous expliquerai ça après. Donc, définissez la pan-Europe. Donc, je vous laisse réfléchir, écrire, si possible, si vous voulez. Et je vais vous dicter la réponse. Ce mouvement est un rassemblement politique et économique de plusieurs États démocratiques européens. Point. Donc voilà ce qu'est la pan-Europe. C'est un rassemblement, donc comme je vous l'ai dit, politique, mais aussi au niveau économique, de plusieurs États démocratiques. Attention, il faut que les États soient démocratiques. Logique. Donc plusieurs États démocratiques européens. Donc ça veut dire appartenant à l'Europe. Donc Maroc, Russie, non. La Russie c'est compliqué, mais bon. Oui. Et la pan-Europe donc va rassembler tout. Alors avoir une petite étymologie du mot pan. Alors pan signifie dans l'idéal tout en latin. Et pardon en grec. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement Pan était le dieu des bergers. Vous voyez où je veux en venir? Pan Europe, berger. Que fait un berger? Il rassemble les moutons. Voilà. Donc la Pan Europe, c'est le fait de rassembler les pays d'Europe en un tout. Vous voyez, c'est dans le mot, c'est pas compliqué. D'ailleurs, quand vous avez un mot que vous ne comprenez pas, essayez d'analyser son étymologie. Ça peut toujours aider. Bon, après, il faut savoir que Pan, c'est un dieu grec, mais bon. Alors, reformuler les arguments de Kounanov-Kalergi, on va l'appeler CK. Ah oui, non, on avait dit Richard. Bon, allez, Richard. Reformuler les arguments de Richard pour justifier sa création. Donc là, en fait, j'attends juste les arguments, justement, qu'il aurait donnés par rapport à... pour justifier le fait de se rassembler, de créer cette pan-Europe, pardon. Je laisse réfléchir. Ouais. Donc, vous pouvez écrire RCK. Ouais, pour écrire par contre abrégé, RCK. RCK crée la pan-Europe en vue d'être sur un même pied d'égalité que les puissances à cette époque, entre parenthèses, USA, URSS, Grande-Bretagne, fermez la parenthèse, point. Ce mouvement permet de créer un espace d'échange contrôlé et obligatoire entre les pays afin d'éviter qu'ils ne s'entre-déchirent. Déchire. ND, c'est un verbe. S'entre-déchirer. Ouais. Voilà. Donc, les arguments sont les deux arguments, les trois, pardon. Les trois arguments, justement, de Richard, c'est-à-dire de se trouver sur un même pied d'égalité. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, justement, après 1918, on se rend compte que les États-Unis, ils sont badass. Les URSS aussi, la Grande-Bretagne de même. Donc voilà, enfin, en France et en Europe même, on se retrouve voilà avec trois grosses puissances tout autour de nous. Vous voyez un peu le topo. C'est voilà, surtout qu'en plus il y en a un qui est juste au-dessus de nous. Donc on se dit, on va vouloir créer une force à peu près de la même envergure. Et c'est pour ça qu'on va vouloir rassembler les pays. Donc c'est là tout l'intérêt justement du plan de Richard. C'est vraiment de rassembler les pays pour créer quelque chose de solide. La concurrence, si vous voulez. Et cela permettra des échanges contrôlés et obligatoires. Dire ça évitera voilà que un tel soit différent que tel, ça va permettre justement des relations économiques, des relations politiques entre les différents pays beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides.
et surtout effectivement aussi pour apaiser les tensions. Bon, inutile de vous dire que France-Allemagne, voilà, il y a une petite tension, voilà, un petit échauffouré, enfin ils sont pas encore trop copains, hein, voilà. Et même le peuple, vous leur dites des Allemands, c'est des boches, hein, voilà. Et les Allemands, ouais, les Français, c'est des connards, ils nous ont pillés. Voilà, donc autant vous dire que pour créer quelque chose de rassembler les pays entre eux, c'est pas chose aisée. Voilà. Donc voilà pour ce texte. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Richard, donc comme je vous l'ai déjà dit, justement, voilà, il se dit, on va s'unir pour faire attention aux puissances. Comme je vous l'ai dit, les États-Unis sont quand même assez gros en termes de puissance et surtout économique. Et justement, Richard, ce qu'il veut pas, c'est tomber dans une dépendance économique américaine. Et de l'autre côté, avec les Russes, là par contre, ce qu'il veut pas, c'est une dépendance politique, notamment avec le communisme. Il veut pas que la Russie devienne un énième pays communiste russe. Du coup, vous voyez, Richard, il dit, bon, on va se protéger de l'économie américaine et de la politique russe. Oui, quand même, voilà, il est quand même assez courageux, hein, il est badass, comme on dirait aujourd'hui. Alors, il va créer donc cette confédération européenne qui permet donc de s'unir, vraiment, une alliance. Et pour ce faire, donc comme je vous l'ai dit, il va faire une union douanière. C'est-à-dire que les produits qui vont arriver d'un pays à un autre vont être moins chers que dans d'autres, entre autres pays. Il va avoir une pensée d'une monnaie commune ainsi qu'une alliance militaire. Bon, bah, bien sûr, ça n'a pas marché, hein, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on sera en euros. Mais c'était les projets. Mais vous voyez quand même, par rapport à aujourd'hui, justement, on est vraiment dans ce trip-là. Union douanière avec Schengen, une monnaie commune avec l'euro, et une alliance militaire avec les casques bleus. Tout ça, aujourd'hui, ce sont des principes de l'Union européenne. Donc oui, Richard, justement, il était déjà dans l'espective. Enfin, il avait déjà un train d'avance. Bon. Ce qui est bon signe pour la suite, justement. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en 1923, attention, date à retenir, très importante. En 1923, il crée l'Union pan-européenne. Donc là, vraiment, voilà, c'est fait. Il y a un truc qui se crée. L'Union pan-européenne. Et dans cette Union pan-européenne, donc, avec, comme je vous l'ai marqué, une section nationale à chaque pays. C'est-à-dire que chaque pays a sa petite section, voilà, sur qui il peut débattre, quoi. Et cela, donc, comme je vous l'ai mis, un très gros succès, notamment auprès de personnes assez influentes telles que Aristide Briand, qu'on va voir après, Édouard Herriot, qui est le maire de Lyon, et oui, d'où le nom Édouard Herriot, maire de Lyon à cette époque, Sigmund Freud et Einstein. Voilà, Freud et Einstein, c'est comme pas les gars les plus idiots du village, hein, donc bon. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous dire qu'il y a une série Freud qui est sortie. Je l'ai pas encore vue, apparemment elle a l'air bien, donc ma foi, si vous avez rien d'autre à faire, allez y jeter un œil. Sur Netflix. Ben oui, je sais, vous avez pas forcément Netflix, mais bon, voilà, ouais, je vous le dis. Bon. Bref. Et à cela va s'ajouter en 1926 l'entente internationale de l'acier. Alors là, c'est très important, parce que ça va rester après, justement. On le verra notamment avec la CECA. Mais l'entente internationale de l'acier, qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous l'ai mis, c'est un plan économique qui se fait entre différents pays. Donc il s'agit de rassembler du charbon, du fer, pour faire de l'acier et d'autres choses. Mais voilà, donc déjà créer une entente. Bon, par contre, c'est entre la France, le Benelux et l'Allemagne. Oui, le Benelux, c'est tout bête. Belgique, Néderlande, Luxembourg.
Benelux. Voilà. Belgique, Néerlande, Pays-Bas, Luxembourg. Donc, France, Benelux, Allemagne. Oui, déjà, France-Allemagne, voilà, la Belgique, voilà, il s'était fait envahir par les Allemands, au calme. Vous voyez, quand même, on sent que ça va pas durer. Quand on connaît l'histoire d'après, on sait que c'est pas, voilà, ça va pas durer, que ça va partir en cacahuète. Et voilà donc pour ce qui est de Richard. Donc vous voyez quand même qu'il a mis une grosse pierre à la base de la construction de l'Union européenne. Parce qu'il a déjà lancé les prémices. Il a lancé déjà une idée. C'est déjà pas mal. Et en plus, il a même créé des choses comme l'Union pan-européenne en 1923, je le répète, et l'Entente internationale de l'acier en 1926. Donc voilà, déjà on a un homme qui crée une base. Et je vous ai parlé d'Aristide Briand, et bien dans le thème 2, on va poursuivre avec ce personnage. Et notamment Aristide Briand et l'Union fédérale européenne. Alors pour ce faire, justement, je vais vous lire le texte qui est juste en dessous de la petite intro, enfin de la question, pardon. Je pense qu'entre les peuples qui sont géographiquement groupés, comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir à tout instant la possibilité d'entrer en contact, de discuter de leurs intérêts communs, de prendre des résolutions communes. Ils doivent, en un mot, établir entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu, à des circonstances graves si elles venaient à naître. C'est ce lien, messieurs, que je voudrais m'efforcer de créer. Évidemment, l'association agira surtout dans le domaine économique. C'est la nécessité la plus pressante. Je crois qu'on peut en ce domaine obtenir des succès. Mais je suis sûr aussi qu'au point de vue politique ou au point de vue social, le lien fédéral, sans toucher à la souveraineté d'aucune des nations qui pourrait faire partie d'une telle association, peut être bienfaisant. Extrait du discours d'Aristide Briand à la SDN, Société des Nations, 5 septembre 1929. Alors, la question est la suivante. En vous appuyant sur des éléments du discours d'Aristide Briand, ce que je viens de vous lire, justifiez le choix du titrage du journal de la semaine vers une Europe nouvelle. Donc, juste à côté du texte, vous avez une image avec Aristide Briand, c'est Aristide Briand, qui lève la main sur l'Allemagne, justement. Où ils ont inclus un fond. Et avec ce sous-titre que vous voyez tout en bas de l'image, j'espère que vous pourrez le voir, vers une Europe nouvelle. Et justement, l'intérêt, c'est de se poser la question, pourquoi les journalistes ont mis ce titre par rapport au discours. Voilà. On laisse cogiter. C'est bon. Bon. Pas mal bon. Vous pouvez écrire. En 1925, Aristide Briand est élu ministre des Affaires étrangères et souhaite lui aussi créer une cohésion entre les territoires européens. Il fait en sorte de créer une sorte de solidarité entre les États, mais cela reste flou, car il parle ensuite d'association, il envisage un lien politique sans vraiment de base solide. Point. J'étais un peu vite là. Aristide Briand est élu ministre des Affaires étrangères et souhaite lui aussi créer une cohésion entre les territoires européens. Point. Il fait en sorte de créer une sorte de solidarité entre les États, mais cela reste flou car il parle ensuite d'association, il envisage un lien politique sans vraiment de base solide. Point. Final. Alors, voilà en gros ce que c'est le plan d'Aristide Briand. C'est vraiment de consolider. Richard nous a déjà fait une pan-Europe. Lui, Aristide Briand, veut vraiment aller au-delà. Il veut vraiment créer une solidarité entre les États.
Et voilà, mais plus sur un lien social. Il veut vraiment accentuer le lien social. Mais comme je vous l'ai mis, d'une part, dans un premier temps, ça reste flou. D'ailleurs, le gars au début nous parle, oui, alors on va faire une solidarité entre des États. Ensuite, oui, on va faire une association. Ouais, on va faire un lien. Bon, vous voyez, voilà, on n'arrive pas. En fait, Aristide Briand, le problème, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre où il veut en venir. Est-ce que tu veux faire une association? Est-ce que tu veux faire un lien concret? Qu'est-ce que tu veux faire? Au moins, avec Richard, c'était clair. Pas de Rome, boum. Là, il sait pas comment faire justement cette solidarité entre les États. Et d'un. Et de deux, le deuxième problème, comme je vous l'ai mis en dessous, c'est le climat. Enfin, pas le climat, il fait beau, non, le climat, l'atmosphère, l'ambiance entre les deux pays. Parce que le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça se fight. Aristide Briand, lui, il part d'un bon sentiment. Il est là, oui, les gars, on oublie le passé. Voilà, le passé, c'est passé. Allez, maintenant, en avant pour l'avenir. Et on fait tous la paix, on se serre la main et on se fait des câlins. Non. Le problème, c'est que la rancune, elle reste. Surtout qu'en plus, le texte 1929, ça fait à peine 10 ans que les Allemands et les Français ont fini de se taper dessus. Bon, pour vous, ça peut peut-être faire beaucoup, mais 10 ans, c'est pas beaucoup pour effacer une rancune. Et c'est pourquoi, justement, voilà, ça devient trop difficile de faire ceci. Parce que les relations, justement, entre pays sont tendues. Alors, en plus, les Allemands, comme je vous le mets, bon, sont d'accord économiquement, et ils se disent, bon, ok, on va créer votre truc de l'acier, là, ça va, oui, pourquoi pas. Mais par contre, quand on leur parle politique et social, oui, mais non. Non, ça coince. Donc, pour les raisons que je vous ai dit précédemment. Et comme je vous l'ai mis, les Britanniques sont très réservés. D'ailleurs, toujours, les Britanniques, ils sont toujours un peu en retrait. Voilà, ils sont toujours en mode ça marche, moi, pas encore. On va attendre quelques années. Hein. Et voilà. Et par contre, ah oui, celle aussi qui pose problème, c'est les Soviétiques et les Américains. Parce que, comme je vous l'ai dit, Richard, lui, voulait créer une puissance voilà, qui fasse concurrence aux deux. Le problème, c'est que les deux en question, eux, sont pas trop d'accord pour avoir un autre concurrent. Déjà que, voilà, ils sont un peu au corps à corps, les deux, même à cette époque. Voilà, ils veulent pas qu'il y ait un troisième glandu qui se ramène et voilà, qui mette la pagaille. Du coup, ils vont pas être trop d'accord. Enfin, ils vont être un peu hostiles justement à cette réunion de ces pays d'Europe. Et surtout qu'en plus, 1929, crash boursier. Donc comment vous dire que voilà, il y a autre chose à faire. Enfin, niveau économie, voilà, on se casse la figure. Et surtout, qu'est-ce qui se passe 4 ans après? Adolf Hitler. Et oui, encore lui. Adolf Hitler, il arrive en janvier 1933. Et alors là, les liens entre la France et l'Allemagne, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que là, ça s'écroule vraiment. Hitler, il est là, donc la France, bye bye, vous nous avez cassé dans le dos, c'était pas cool. Du coup, dégagez. Donc là, les tensions vont être exacerbées, la haine va ressurgir. Et bien sûr, cette union qui avait si bien commencé va être complètement détruite. Et notamment avec la Seconde Guerre mondiale, on n'en parle même plus. Hein. Bon, voilà, l'Allemagne qui envahit la France, l'Angleterre qui tape contre les Allemands, les Russes qui tapent contre les Allemands, les Américains qui tapent sur les Japonais, sur les Allemands. Voilà, enfin, l'Europe, c'est un peu un champ de bataille en Seconde Guerre mondiale, donc c'est un peu tendu pour dire alors, est-ce qu'on pourrait créer une petite union où on se rassemble tous et voilà, et tout le monde va bien? Non. Voilà, c'est pas Animal Crossing, hein, c'est la Seconde Guerre mondiale, donc tout le monde se casse la figure. Et ça, je vais vous en parler pour le prochain cours, donc qui concernera le plan Marshall.